Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Civis Protocol. Aujourd'hui, une vidéo relativement longue que je vais séparer en chapitres. Vous pourrez retrouver le sommaire dans la description de la vidéo. Si c'est trop long pour vous et que vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas donc à revenir au sommaire pour retrouver les chapitres simplement. En 1674, Étienne Morel, chirurgien militaire français, appliquait sur le champ de bataille lors du siège de Besançon le premier garrot de type tourniquet. On nommera ainsi car le principe sera de tourner un guindeau pour serrer la bande autour du membre. Il faut savoir d'ailleurs que le terme américain vient de la langue française, donc tourniquet pour tourner. De nos jours, peut-être à tort, puisque beaucoup de tourniquets ne se basent pas sur un système de guindeau. On le verra d'ailleurs plus tard au cours de la vidéo. Mais en anglais, considérez le terme tourniquet pour tout ce qui englobe les garrots dits tactiques. Et en France, on peut tout simplement appeler ça un garrot. On était donc à cette époque avec une bande en cuir et un bâton qui pourrait ressembler au garrot improvisé que l'on voit aujourd'hui. Il y a eu des modifications par la suite, comme avec un système de compression par vis, comme vous pouvez le voir en image. Et même si ces systèmes ont pu sauver des vies, le garrot est rapidement tombé en désuétude de par leur rudimentarité et bien sûr le manque de connaissances dans le domaine, entraînant énormément de complications, notamment lors de la Première Guerre mondiale où il eut une très mauvaise réputation et était même parfois condamné. Par exemple, le Royal Army Medical Corps Journal avait même déclaré: nous sommes enclins à penser que les garrots sont une invention du malin, pour vous dire l'idée que les gens se faisaient de ce système. Lors de la Seconde Guerre mondiale, son utilisation fut un peu plus encadré, mais encore une fois, le manque de formation des utilisateurs, la rudimentarité des garrots et bien sûr un manque de connaissances générales sur le sujet accentua la mauvaise réputation que le garrot dit tactique pu avoir. Ensuite, on a eu les guerres en Irak et en Afghanistan qui changèrent radicalement la donne, puisque dans un premier temps, les statistiques de répartition anatomique des lésions ont prouvé que les lésions des extrémités, donc membres supérieurs et inférieurs, représentaient à elles seules 54% des blessures au combat. Donc dans ces guerres modernes, plus de blessures dans ces zones-là dues aux protections modernes, donc gilets pare-balles et casques Kevlar qui protégeaient donc le torse et la tête. Dans un second temps, les analyses rétrospectives ont confirmé que la plupart des morts évitables lors des combats et du transport et même lors de l'arrivée dans les structures de prise en charge étaient d'origine hémorragique, des hémorragies des membres supérieurs et inférieurs. D'où l'intérêt de traiter cela en premier dans les algorithmes de prise en charge et dans les protocoles de triage. Donc en prenant tout cela en compte, les militaires furent dotés de garrots tactiques prévus pour la pause rapide, donc on a eu des SOF, des CAT, et d'une formation adéquate, ce qui réduisit nettement le nombre de décès. Et toutes ces données qu'on a vues ensemble furent convaincantes pour toutes les troupes armées du monde qui portent désormais dans leur équipement un garrot dit tactique. En France, on a eu une prise de conscience supplémentaire lors des différents attentats, Charlie Hebdo, le Hypercacher à Nice, le Thalys et ceux du 13 novembre où dans ce dernier, les secouristes manquèrent cruellement de garrot commercial, par son nombreux blessés et durent donc improviser avec les moyens du bord. Il y a eu pas mal de retextes et les intervenants comprirent l'importance du garrot tactique dans ces situations. Et donc après cette série d'actes de la pire espèce, on retrouva dans les recommandations du PSC1, une recommandation qui était alors abandonnée jusque-là, l'utilisation du garrot dit tactique. La suite, vous la connaissez, énormément de formations pour les forces de l'ordre et agents de sécurité furent dispensées par différentes sociétés, élargissant ainsi le nombre de personnes capables de les utiliser. Est-ce que le garrot est réservé seulement aux professionnels? Pas du tout. Loin de là, même si selon moi, tous les primo-intervenants, pompiers, agents de sécurité, ambulanciers, police, gendarmes, etc. devraient être sérieusement en priorité formés et équipés, chaque civil devrait avoir dans son protocole de prise en charge des risques la capacité à poser un garrot sur soi ou autrui. Et bien sûr d'en être équipé, que ce soit pour un incident personnel. Par exemple, vous êtes en forêt, en randonnée et vous vous faites transpercer par une branche, que ce soit pour une autre personne lors d'un accident, quelqu'un qui traverse une vitre par exemple, il s'est entaillé, que ce soit sur des blessures par balle lors d'attentats terroristes, on en a déjà parlé, que ce soit sur des attaques au couteau à cause d'une rixe, une bagarre, tout simplement vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Pas mal de situations qui devraient motiver chacun d'entre nous à être opérationnel. Je m'attarde pas trop sur le sujet de l'intérêt pour monsieur tout le monde à se former et à porter un garrot, parce que j'ai fait une vidéo qui sans doute est celle que je préfère sur ma chaîne, qui donne le parfait exemple sur pourquoi le citoyen doit être opérationnel sur ce point-là. Bien entendu, son utilisation devra être précédée d'une sérieuse formation. Comme dit précédemment, vous l'avez dans le PSC1, mais je vous conseille plutôt de viser des formations avancées, en particulier pour les professionnels, car même dans les formations PSC1 que vous pouvez retrouver facilement, ils sont encore
on va dire, assez frileux sur l'utilisation du garrot. Après, ça dépend de l'instructeur. Et vous n'allez pas bénéficier forcément de conseils tactiques et pratiques et surtout d'un entraînement en situation réelle. Donc, renseignez-vous sur les formations avancées autour de vous. Sinon, le PSC1, c'est déjà pas mal, ne serait-ce que juridiquement. Quoi qu'il en soit, pour vous préparer à ces éventuelles formations, je vais vous faire une petite introduction qui devrait vous être profitable. Le garrot est recommandé lors d'une hémorragie des membres supérieurs ou inférieurs qui va être incontrôlable par une compression directe. Ou si celle-ci est impossible, soit par manque de temps, par exemple, vous avez de trop nombreuses blessures à traiter ou de trop nombreux blessés, soit si cette compression est impossible, comme avec de gros corps étrangers qui vont venir empêcher donc cette compression directe, ou lorsque la plaie est trop grande pour vos mains, et ça m'est déjà arrivé. Parfois aussi, vous avez des os fracturés, des os saillants, etc. Des fois, c'est très compliqué de faire une compression directe. Dans ce cas, le garrot doit s'appliquer, de préférence avec des mains gantées pour votre protection avant tout, au-dessus de l'hémorragie, soit à 4 ou 5 cm, ou directement à la racine du membre, bien entendu jamais sur des articulations. La première manière va être plus enseignée dans le milieu civil, notamment pour les professionnels du domaine de la santé. Leur formation étant plus longue, plus de détails vont être donnés, en l'occurrence l'importance du fait de préserver un maximum de tissu. La deuxième manière va plus être enseignée dans le milieu militaire, dans le milieu tactique, où la pose d'un garrot va être toujours une urgence absolue, très risqué, puisque souvent sous le feu ennemi, du personnel qui va pas forcément être ultra formé, donc leur formation va souvent être basée sur le strict nécessaire. C'est une manière de poser le garrot qui peut être utile pour tout le monde. Elle est recommandée quand on a du mal à situer correctement la plaie hémorragique ou quand la pose doit être extrêmement rapide, comme je vous l'ai dit, quand on est sous le feu ennemi. Quoi qu'il en soit, les deux façons sont valables. Il n'y a pas à débattre sur le sujet particulièrement, puisque les deux vont être recommandés. Il faut savoir également que certains garrots devront s'enfiler, d'autres ont un système pour entourer le membre. Cette dernière manière est selon moi la plus rapide, sécuritaire et simple sur autrui ou sur ses propres jambes. Une chose à ne pas négliger, c'est le pré-serrage de la sangle qui est aussi important que tout le reste. Donc toujours bien contrôler avec vos doigts si vous avez correctement fait le pré-serrage. Ensuite, on va avoir le système de serrage qui permet l'occlusion artérielle. Ici sur le garrot soft, comme vous pouvez le voir, on a un guindeau que l'on va tourner jusqu'à l'arrêt du saignement. On est rarement sur plus de 3 tours. Ensuite, on sécurise le garrot. On note l'heure de pause sur le front ou sur l'étiquette prévu, à savoir entre parenthèses qu'on a eu des garrots artériels qui ont été posés sans complications nerveuses ou vasculaires pendant plus de 150 minutes dans des blocs opératoires. Et bien sûr, ce garrot, on va le laisser en évidence de manière à être repéré facilement par les gens qui le prendront en charge par la suite. Bien entendu, un garrot ne se dessert ou ne se retire jamais, sauf dans certains cas précis de conversion pour telle ou telle raison que je n'aborderai pas ici. Par contre, si le saignement persiste, il est possible d'appliquer un second garrot. Une chose à savoir, même si je pense que vous vous en doutez, c'est que la pose d'un garrot est douloureuse. Si vous vous entraînez à le poser sur vous-même, vous avez dû vous en rendre compte. Tout ça pour vous signaler l'importance de la prise d'antalgiques rapide. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez donner des antalgiques vous-même, mais ça veut dire que les secours doivent être prévenus vraiment au plus vite. C'est quelque chose qui doit être fait vraiment très rapidement, de manière à ce que les antidouleurs soient donnés rapidement, ce qui va éviter que la victime soit tentée, on va dire, de vouloir desserrer le garrot, et ça, c'est déjà arrivé. Et bien sûr, pour qu'il soit évacué le plus rapidement, et bien sûr, quand vous prenez une victime en charge, toujours lui expliquer l'intérêt du garrot, que c'est quelque chose qui va être douloureux, et bien sûr, le danger de le desserrer. Toujours rassurer la victime, peu importe la situation, sur la venue des secours, qui lui donneront des antidouleurs, etc. Il faut toujours expliquer à la personne le processus, que vraiment la douleur est limite insoutenable, surtout dans le temps. Ensuite, un chapitre pour vous donner quelques pistes afin de choisir votre garrot correctement. Donc, les premiers garrots commerciaux créés pour être distribués en masse furent plus ou moins en même temps les garrots soft et les garrots 4. Suivirent ensuite pas mal d'évolutions jusqu'à aujourd'hui. Vous avez pu le remarquer, à chaque fois, on a des générations différentes pour ces garrots. Et on a eu d'autres compagnies qui se lancèrent dans la création de garrots dits tactiques. Il serait compliqué de tous les énumérer ici. Donc, je parlerai de groupes de garrots pour vous orienter dans vos choix. 3 choses à savoir avant ça. Premièrement, il existe des contrefaçons de garrots, particulièrement les 4. Donc faites attention parce que j'ai déjà vu des magasins de fournitures médicales en vendre sans problème. Du garrot contrefait, acheté sur AliExpress, ils mettent leur logo dessus, ils vous le revendent. Et c'est quelque chose de très dangereux et j'en parle à la fin d'une vidéo que j'ai fait il y a un petit moment. Je vous laisse le lien. Que vous la regardiez ou non, gardez bien en tête qu'on ne peut pas
laisser la vie d'une personne dans les mains d'une contrefaçon. Deuxième chose, les camarades, le côté 3C, ce sont ceux qui établissent les guidelines pour les prises en charge préhospitalières en milieu dégradé aux États-Unis. Le côté 3C qui reste clairement une référence dans le monde entier, teste et recueille des retours utilisateurs sur du matériel pour les approuver ou non afin de les recommander par la suite en dotation aux différents organismes. Certains ne jurent que par leurs recommandations et c'est leur droit. Il n'y a pas de mal à, si vous voulez pas vous embêter, vous regardez les garrots qui sont recommandés par le côté 3C et vous avez beaucoup de modèles qui sont extrêmement fiables, notamment le 4 et le soft. Mais perso, je me base plus sur les retex et les tests indépendants. Par exemple, le garrot RMT a mis plusieurs années avant d'être dans les recommandations du côté 3C. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des personnes qui se basaient sur le fait qu'il n'était pas recommandé pour dire que c'était de la daube. Quand il a été recommandé par le côté 3C, alors qu'il n'y a eu aucun changement entre-temps, ces personnes-là, on les entendait beaucoup moins parler en mal du garrot RMT. C'est juste pour vous dire que le garrot RMT, dont j'avais déjà parlé sur la chaîne, n'a pas attendu d'être validé par le côté 3C pour être efficace. Un autre exemple, le garrot SICH, dont j'avais fait la revue, que malgré qu'il ne soit pas dans les recommandations du côté 3C jusqu'à aujourd'hui, tous les retours utilisateurs et les nombreux tests indépendants ont prouvé son efficacité et il est d'ailleurs doté dans l'armée ukrainienne actuellement et il équipe beaucoup de professionnels dans le monde. Tout ça pour vous dire les camarades qu'il ne faut pas se formaliser, même si on a bien sûr des garrots qui vont être totalement déconseillés, mais ça je vais en reparler après. Troisième chose, il existe deux types de garrots et je précise car beaucoup ne font pas la différence malheureusement, particulièrement les gens qui sont vraiment débutants dans le domaine. On va voir le garrot veineux, souvent un large élastique, il permet de compresser les veines afin de les faire gonfler et ainsi les rendre plus visibles dans le but de faire une prise de sang, une injection ou de mettre en place un cathéter. C'est quelque chose qui va être très connu dans le milieu hospitalier. Ce type de garrot ne peut à aucun moment se substituer au deuxième type de garrot dit artériel, celui dont on parle depuis le début de la vidéo, qui lui sera utilisé, comme je l'ai dit, pour les hémorragies massives des membres supérieurs et inférieurs en créant une occlusion artérielle et bien sûr des autres vaisseaux afin de complètement couper le robinet de sang dans la partie du membre touché. Pourquoi il ne faut pas se tromper, même si je pense que c'est quasi impossible, car utiliser un garrot qui ne serait que veineux aggraverait l'hémorragie. Et c'est pour ça qu'il y a une relation directe entre la pression que doit exercer le garrot pour contrôler l'hémorragie et la taille du membre. Cela dit, après vous avoir précisé qu'il existe des contrefaçons et que c'est mal, qu'un organisme du nom du côté 3C choisit des garrots pour vous, si vous voulez pas vous prendre la tête, et qu'un garrot dit veineux ne peut prendre la place d'un garrot artériel, venons-en au fait, quel garrot choisir. Il faut savoir déjà qu'on va avoir 4 familles de garrots. En premier, les garrots pneumatiques. L'occlusion se fait à travers un système de pompe qui va gonfler la sangle, comme les appareils de prise de tension, pour ceux qui connaissent. De ce que j'en connais, ce sont des garrots qui vont être particulièrement utilisés en chirurgie, en anesthésie. C'est des garrots qui vont avoir des sangles plus larges. Ça va pas être forcément ce qui se fait de mieux en situation dégradée, car ils vont être soumis à la pression atmosphérique. Notamment en hélico, s'ils montent ou ils descendent trop vite, vous avez des changements de pression atmosphérique qui vont influer sur la pression pneumatique. C'est également un garrot qui va être plus encombrant, pas forcément le plus instinctif à utiliser et c'est pas ce qui va être le plus résistant aux éléments météo dû à sa pompe et son tube en caoutchouc. Alors ça fonctionne très bien, ils ont été recommandés par le côté 3C. Je pense pas que ça va être un garrot qui va avoir sa place forcément dans un IFAC ou dans un trauma kit classique. Ensuite on va voir les garrots dits tourniquet, c'est un système de gain d'eau que l'on tourne pour réaliser l'occlusion. À savoir que certains garrots, notamment le X8T, ont plus une poignée pour le même principe que le tourniquet, donc c'est pas forcément un gain d'eau, mais c'est le même principe. Alors c'est sûrement les garrots les plus répandus, les plus distribués, notamment avec le soft et le 4, ceux sur lesquels il y a le plus de retours utilisateurs, donc de données, les moins chers, même si ça devrait pas être un critère de base, on va dire, et peut-être les plus fiables dans le sens où le système mécanique est très simple, donc moins sujet aux problèmes. En 3, on va voir les garrots à cliquer. Ici, bien entendu, c'est le cliquet qui va venir serrer la sangle pour créer une occlusion. On va avoir deux gros avantages selon moi. Un, la simplicité de pose. En dehors du pré-serrage, il ne nécessite que très peu de force et de motricité. Par exemple, prenez un enfant de 10 ans, c'est un garrot qui va pouvoir vraiment poser sans encombre et de manière optimale. C'est quelque chose qui va donc entraîner un gain de temps, donc sûrement plus rapide à poser. Et là, bien sûr, on va avoir les Jean-Michel Tactique qui vont venir me dire « Ouais, mais avec mon 4, je le fais en tant de secondes, c'est plus rapide. » En soi, ces personnes qui s'entraînent extrêmement souvent de manière à être le plus rapide possible, c'est bien, mais on s'en tartine un peu. Pourquoi? Bien sûr, l'entraînement est important, la répétition aussi, mais le citoyen lambda, il s'en tire un peu de tout ça. Lui, si déjà il s'entraîne une fois par mois à poser son garrot correctement, ça va être bien pour lui. Là, je m'adresse plus à cette catégorie de personnes qui auront peut-être seulement fait le PSC1 à la Croix-Rouge du coin et qui sortira peut-être même son garrot seulement le jour où il en aura besoin. À tort, on est d'accord. Il faut s'entraîner, il faut répéter, etc. Tout ça pour vous dire que ce garrot me semble être celui qui s'adresse au plus grand public pour
les raisons précédemment citées. Deuxième chose importante, le système de cliquet permet de resserrer très facilement en cas de besoin. C'est d'ailleurs recommandé de vérifier le serrage par la suite, dans certains cas notamment à cause du relâchement de certains tissus après la pause. Si l'hémorragie reprend, ça peut être pour plusieurs raisons, vous allez pouvoir facilement le resserrer avec le cliquet. Ça peut être également à cause d'une mauvaise pose initiale, ça peut arriver. Ça permet ici de corriger ça rapidement et en sécurité. Et pareil pour le desserrage progressif dans le cas d'une conversion vers un autre système d'hémostase. Par exemple, si l'hémorragie s'avère moins grave que ce qu'elle pouvait paraître lors de la prise en charge en urgence, le cliquet va venir faciliter tout ça. Et bien entendu, ça reste possible avec tout autre garrot, mais selon moi, ça reste plus simple avec les garrots à cliquer. Quatrième famille, les garrots dits élastiques. Alors, cette dernière catégorie est particulière. J'appellerais plutôt ça garrot restreint dans mon langage. Car même avec la meilleure application possible, je vous mets au défi d'avoir plus de 20 minutes d'occlusion optimale parce que l'élastique va se desserrer, ce qui certes peut suffire en contexte non dégradé, en l'occurrence les zones urbaines ou en général les prises en charge se font entre 10 et 15 minutes, peut-être un peu plus en milieu rural si c'est des zones bien desservies. Cela dit, dans des situations hors normes, on peut largement dépasser les 20 minutes, donc ça va être dangereux et c'est pour moi son principal défaut. Prenez l'exemple d'un forestier isolé, il vient s'empaler la cuisse, gros saignement et il pose le garrot SWAT. Il appelle les secours, personne ne vient, ils n'arrivent pas à le retrouver, 20 minutes passent, il fait comment? Donc à ce moment-là, un garrot classique aurait été beaucoup plus judicieux. Il est également le garrot le plus difficile et lent à poser correctement, particulièrement en self-application. Il faut bien comprendre que l'occlusion est conditionnée par la force que vous allez appliquer à l'élastique, contrairement aux autres garrots où l'occlusion se fait avec un système prévu pour, qui n'est pas forcément soumis à votre force. D'un point de vue personnel, le seul garrot élastique que je pourrais conseiller, ce serait le SWAT, qui peut être intéressant car il offre plusieurs autres possibilités. Il va également fonctionner très bien en garrot pédiatrique ou canin, notamment pour les unités cynophiles. Et un avantage également, c'est sa compacité, intéressant pour les kits réduits quand on n'a pas trop le choix, que ce soit pour une question de low profile, pour avoir une tenue pro cohérente ou pour les gens qui veulent vraiment prendre le minimum avec eux. Bref, c'est un système qui va avoir des défauts, mais également des avantages. Perso, je le conseille pas en garrot principal, mais plus pour compléter un IFAK, un trauma kit, ça va être super intéressant. Quoi qu'il en soit, pour moi, dans la famille des garrots élastiques, c'est le seul qui va être efficace et qui est digne d'intégrer un kit trauma. Par contre, pour tous les autres garrots élastiques, et je sais que vous étiez beaucoup à me poser des questions sur le RAT, le STAT, là ça n'engage que moi, c'est mon avis. Pour moi, c'est vraiment deux daubes qui n'ont pour moi aucun argument valable à se substituer à tout autre garrot. Et je vais pas m'étaler parce que je veux pas blesser certaines personnes, mais il y a clairement d'autres systèmes qui sont beaucoup mieux. Mais si c'est vraiment la compacité que vous cherchez, même ceux-là, abandonnez-les et privilégiez à la limite le SWAT. La plupart des garrots sur le marché sont déclinés en plusieurs coloris. Si je peux vous conseiller, c'est de plus partir sur des couleurs vives. Vous avez quelques exemples ici, avec par exemple la RMT pédiatrique vert fluo. Vous avez un SWAT orange, le SICH orange, un soft de 4e génération orange. Ici, vous avez un RMT classique qui était destiné à la base aux pompiers. Des couleurs, comme vous pouvez le voir, criardes, qui laissent comprendre de suite qu'il s'agit de matériel de premier secours, ce qui va être sûrement plus rassurant pour la victime et pour les passants. Mettez-vous en situation, imaginez, ça va être moins inquiétant de voir une personne passer une paire de gants médicales et installer un dispositif aux couleurs de style premier secours. Là, après, je parle dans le milieu civil, parce que si on parle du domaine militaire, les forces spéciales, etc., ça va être bien sûr différent. Mais dans le milieu civil, je pense que ça va être de suite plus rassurant. On n'est pas là pour faire peur aux gens, pour faire les kikous tactiques, etc. Après, il ne faut pas non plus se formaliser. Si vous trouvez que du noir, prenez du noir, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus important, mais perso, c'est quelque chose que je prends en compte quand c'est possible. Une chose à prendre en compte également, c'est la préparation de son garrot. Encore une fois, peu importe le modèle choisi, si au moment de s'en servir, il est encore dans l'emballage au fond du sac, c'est beaucoup de temps précieux perdu. Donc, on prépare son garrot à être utilisé en catastrophe. J'avais fait une vidéo, par exemple, sur le garrot 4 en particulier, mais de manière générale, la première chose, bien sûr, on déballe son garrot, on regarde s'il n'y a pas déjà des tours de guindeau qui ont été faits ou des coups de cliquet. On va venir régler la taille de la sangle de manière à ne pas avoir à desserrer pour ensuite resserrer. On va prendre la largeur d'une grosse cuisse et on le garde à portée de main en accès facile. Essayez toujours d'isoler votre garrot par rapport au reste de votre équipement de premier secours. Par exemple, si vous avez un trauma kit, gardez-le à l'extérieur de la pochette si possible. Pareil à la ceinture, différencier IFAK et garrot. Dans les sacs primo-intervenants, on va mettre les garrots d'un côté et le reste du protocole de l'autre. Sur un porte-plaque, ça va être pareil. On met le garrot à part. Tout ça dans la mesure du possible. Toujours dissocier le garrot du reste afin d'y avoir accès le plus vite possible. Car
faut bien comprendre qu'il s'agit d'un outil d'urgence extrême. C'est pour ça qu'on les trouve en priorité sur le reste dans les protocoles de prise en charge. Bien sûr, le reste du trauma kit a autant d'importance qu'un garrot, mais ça va laisser généralement plus de temps pour être mis en place. Une dernière catégorie bonus, comme si la vidéo n'était pas assez longue, les garrots improvisés, les garrots dits de fortune. J'avais fait des tests sur une vidéo qui n'est malheureusement plus en ligne sur une ceinture improvisée en garrot, et ça déjà, faut savoir que ça fonctionne pas. On va avoir aucune occlusion artérielle continue, et j'ai jamais compris ce mythe de la ceinture garrot. Faites le test vous-même, un vrai test, prenez un Doppler ou au pire un oxymètre de pouls et faites le test avec n'importe quelle ceinture. Alors bien sûr, il y a des ceintures qui font véritablement office de garrot, c'est prévu pour, c'est vendu comme tel, mais faites le test avec des ceintures classiques et à moins de rester physiquement serré, à serrer comme ça, là, comme un bourrin tout le temps, moi ça ne fonctionnait pas, comme un vrai garrot artériel. Vous allez avoir peut-être une occlusion de quelques secondes, il suffit que vous relâchez un peu pour que ça reparte. J'ai jamais compris ce mythe de la ceinture en garrot, donc ça moi personnellement, c'est même pas la peine. Le seul système valable quand on a vraiment rien, c'est de trouver une bande assez large et solide et de la serrer avec un guindeau improvisé, en faisant attention à soigneusement par la suite sécuriser le tout. Et là, on peut avoir quelque chose d'efficace, mais ce sera beaucoup plus long, chiant, stressant qu'un garrot acheté dans le commerce, sachant qu'une hémorragie artérielle ne laisse en général que très peu de temps pour agir. Alors c'est toujours bon à savoir, mais s'il vous plaît, si vous voulez être acteur de la survie de votre prochain, ne comptez là-dessus vraiment qu'en dernier recours et préférez vous équiper correctement. Voilà pour ces quelques conseils, les camarades, qui je l'espère pourront vous orienter. Je vous dirai quel est le garrot que j'ai choisi dans mon équipement dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous former, très important, et vous entraîner régulièrement. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. À plus, ciao.